À l'occasion des législatives surprises de juin 2024 en France, je vous propose une vision croisée avec la Suisse pour mieux comprendre la manière dont fonctionne le pays, ses institutions et les relations qui existent entre le peuple et ses dirigeants. Et vous verrez, on est à l'opposé sur de nombreux sujets. Je suis David Tallerman, spécialiste de l'emploi et de l'expatriation en Suisse, coach emploi et auteur de Travailler et vivre en Suisse, vendu à 30 000 exemplaires. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Tallerman. Avant de continuer, je tiens à vous dire que ce qui suit n'a pas de teinte politique. Je ne suis pas là pour vous vanter tel ou tel programme ou dénoncer tel ou tel parti ou idéologie. Je vais tenter de me positionner de manière neutre et factuelle. Allez, je ne sais pas vraiment par où commencer tant il y a de choses à dire. Je vais peut-être commencer par vous parler de la manière dont les Français et les Suisses votent. Allez. Les Français, pour les élections européennes 2024, ont massivement voté pour un candidat qui, n'était objectivement pratiquement jamais présent au Parlement et n'a de fait pratiquement pas voté de loi européenne, 2, n'a fait pratiquement aucune proposition de loi par rapport à ses confrères, 3, n'a pratiquement jamais parlé d'Europe ou d'Union européenne dans son programme, 4, est objectivement eurosceptique. En clair, c'est un peu comme si les Français avaient décidé de promouvoir le cancre, le dernier de la classe, l'élève qui ne fait jamais ses devoirs et remet en cause le système éducatif. Mais alors pourquoi ? Parce que simplement, les Français n'ont pas uniquement voté pour un candidat, mais aussi contre un autre. En l'occurrence, contre la politique du gouvernement actuel et donc contre Emmanuel Macron. En France, on vote volontiers de manière émotionnelle ou pour sanctionner un gouvernement ou un homme politique au pouvoir. En clair, les Français ne votent pas toujours pour les bons motifs. Un exemple, le référendum du 29 mai 2005 pour les plus anciens sur la Constitution européenne, qui était intitulé de la manière suivante « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ?» Alors, je crois qu'on peut affirmer que peu de gens avaient vraiment compris les détails de ce référendum. En tout cas, moi, je n'avais pas tout compris. Mais quoi qu'il en soit, les Français ont voté non à près de 55%, vraisemblablement plus pour sanctionner le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et les détracteurs ayant par ailleurs basé le principal de leurs arguments contre sur des thèmes qui n'étaient pas liés au référendum. Donc, c'est un sujet très important qui montre, et en tout cas, même si ce n'est pas une généralité qu'il faut faire, mais on voit bien que sur un sujet très important, eh bien, on n'a pas forcément jugé voter de la manière la plus rationnelle. En Suisse, à l'inverse, le vote est souvent un petit peu plus rationnel. Par exemple, en 2006, les Suisses ont voté pour le déblocage d'1 milliard de francs suisses à destination de l'Union européenne, principalement pour le développement des pays de l'Est de l'Europe. Le Conseil fédéral a su expliquer au peuple suisse les enjeux de ce référendum en mettant sur la table des arguments principalement économiques. Dans l'esprit populaire, le lien entre le plombier polonais qui vient voler le travail des Suisses grâce aux milliards que le peuple s'apprête à lui accorder aurait pu ne pas être très très loin. On a eu d'ailleurs quelques exemples venant des partis, notamment d'extrême droite en Suisse. Et pourtant, les Suisses ont voté pour, l'essentiel de l'argumentation étant vraiment, encore une fois, économique. Car si la Suisse a signé des accords bilatéraux en 1999, c'est parce que, ne faisant pas partie de l'Union européenne et réalisant plus de 50% de ses échanges commerciaux avec les pays de l'UE, il était indispensable de maintenir ces accords pour des raisons économiques. En France, on va plutôt, à l'inverse, voter pour une figure politique. En Suisse, on va rechercher la constance. Allez, je vous parle d'un sujet assez important. On peut quand même aussi dire que les Français ont quand même voté pour Jordan Bardella aux européennes, et j'en viens à un autre sujet. En France, on va vouer un culte de la personnalité aux politiques. Certes, le programme et les idées que les hommes politiques portent pèsent dans la balance, évidemment, mais les Français aiment s'identifier à une figure politique. Combien de fois ai-je entendu « il ou elle s'exprime bien, il ou elle a de la prestance, je vais voter pour lui ou pour elle ». Alors évidemment, il y a quand même les idées avec lesquelles on est en accord, mais néanmoins, donner son vote pour
quelqu'un parce qu'il parle bien, ça fait quand même bizarre. Mais ce qui se cache derrière est en réalité bien pire, car en France, on aime s'imaginer guidé et sauvé par un homme ou une femme politique providentielle, et dont l'action va permettre au peuple d'enfin s'en sortir. On vote pour le Messie en somme. Et le désamour est en général inversement proportionnel au culte qu'on leur voue. En Suisse, c'est quand même plutôt l'inverse. Le culte de la personnalité fait peur. Le leadership politique inquiète. On ne veut pas d'un pays dirigé par une personne, on préfère le consensus et la concordance des idées. Même si, en Suisse romande, on reste plutôt séduit par la verve des politiques français et les débats animés. Allez, c'est peut-être le moment de vous expliquer comment la Suisse est dirigée. L'exécutif est constitué de 7 ministres, les conseillers fédéraux, qui doivent collégialement s'entendre pour diriger le pays. Ils sont élus par les parlementaires et le président de la Confédération a un rôle de représentation et il est élu pour 1 an. Selon la tradition, un conseiller fédéral est réélu jusqu'à ce qu'il démissionne. C'est ce qui assure la continuité et la constance de la politique suisse. Cela évite notamment la schizophrénie, parfois française, de la politique qui fait gauche toute puis droite toute, ou les lois votées puis abrogées. Alors imaginez la France, et je ris toujours de cet exemple quand je le donne à mes compatriotes français pour leur expliquer comment fonctionne la Suisse. Imaginez donc la France, dirigée par 7 hommes politiques ou femmes politiques de premier plan, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Faure, enfin toutes ces personnes qui, on va dire, sont des représentants des différents partis, des partis les plus importants, eh bien, vous leur donnez la responsabilité du pays en leur disant « Écoutez, voilà, on vous donne les clés, et maintenant, vous vous entendez tous les 7 pour diriger le pays dans l'intérêt du pays. » Alors voilà, je vous vois sourire, je vous vois même peut-être rire, et c'est vraiment comme ça que ça se passe en Suisse. Imaginez si c'était le cas en France, où on irait. Bref, vous avez compris, c'est complètement différent. Alors maintenant, je vais vous parler des promesses que font les candidats, quels qu'ils soient. Là, je vais prendre l'exemple des promesses qui ont été faites pour les législatives, mais l'exemple en tout cas que je vais vous donner et ce que je vais vous montrer aujourd'hui existe en France depuis à peu près 50 ans. À l'instant même où le président Macron a dissous l'Assemblée nationale, une digue a été lâchée, déversant sur le peuple français un véritable raz-de-marée de promesses électorales. Le retour de la retraite à 60 ans, le blocage des prix, la baisse de la TVA, le SMIC à 1 600 €. Voilà, n'en jetez plus. En France, pour être élu, en fait, il faut promettre. Ça fait 40, 50 ans que c'est ainsi, et c'est la surenchère. Ici, en tout cas, on lève plus blanc. Le problème, c'est que ces promesses, eh bien, elles sont de plus en plus difficiles à tenir, les dirigeants se confrontant soit aux résistances de l'État profond, soit à l'état des finances du pays, soit aux résistances de la rue, soit aux résistances des parlementaires. Et là, on voit bien qu'il y a à un moment donné des choses qui bloquent, et je pense qu'on est arrivé, en tout cas aujourd'hui en France, à un point de blocage où ça va être compliqué de revenir en arrière. En Suisse, ces promesses électorales prennent la forme beaucoup plus pragmatique d'initiatives populaires qui permettent aux citoyens de proposer qu'un texte de loi soit soumis à référendum. Donc vous voyez, c'est complètement différent. L'initiative populaire permet notamment de modifier la Constitution au niveau fédéral et au niveau cantonal et communal de proposer une loi ou d'en modifier une. C'est vraiment une arme très puissante, une arme en tout cas législative très très importante qui est dans les mains du peuple. En clair, les Suisses peuvent freiner ou stopper une loi, en proposer une et modifier la Constitution. Donc vous imaginez, les Suisses votent tous les trimestres, et évidemment, le peuple joue un rôle énorme dans la manière dont les lois sont faites. C'est ce qu'on appelle techniquement une démocratie semi-directe, et seuls 2 pays dans le monde sont sur ce modèle. Alors, ce pouvoir induit, vous l'avez compris, une relation bien différente entre les politiques et les citoyens, l'exécutif ayant pour tâche d'expliquer pourquoi la loi qu'ils veulent promulguer est bonne, pour éviter qu'elle soit, par exemple, retoquée dans le cadre d'un référendum dit facultatif. Et bien sûr, le Conseil fédéral donne également des consignes de vote dans le cadre d'une initiative populaire avec la proposition d'un contre-projet s'ils estiment que la loi proposée n'est pas conforme aux intérêts du pays. Voilà. Et si on regarde les statistiques, on remarque qu'un peu plus de 10% des initiatives populaires ont été au final approuvées par le peuple. Alors je vais vous parler à présent de la prise de position, les prises de position idéologiques, c'est-à-dire quels sont dans la politique et les politiques, quel est l'impact
des prises de position idéologiques. En fait, sur ce sujet, la Suisse et la France se rejoignent d'une certaine manière. Je vais vous prendre un exemple. En novembre 2010, l'initiative populaire fédérale qui s'intitulait « Pour le renvoi des étrangers criminels » a été soumise au vote du peuple à l'initiative de l'UDC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parti très conservateur qu'on peut pratiquement mettre à l'extrême droite, et en tout cas très proche du RN, donc Rassemblement National Français, dans ses thématiques et son idéologie. À grand renfort d'affichage et de communication parfois choquante, l'UDC a remporté la bataille avec un oui, et plus de 52% des votants ont accepté finalement de renvoyer ces étrangers criminels chez eux. Voilà. Une fois la votation acceptée, le Parlement possède un délai pour mettre en œuvre la loi sur le plan législatif. En fait, le texte de la votation est souvent un texte finalement assez, parfois même assez, pas forcément très précis, et il faut le transformer en loi. Voilà, c'est une intention et on doit la transformer en loi. Et là, le texte proposé par l'UDC s'est heurté respectivement au droit international et à la libre circulation des personnes, donc à savoir les accords qui étaient passés entre la Suisse et les pays de l'Union européenne. Appliquer le texte tel qu'il était imaginé par l'UDC aurait donc probablement fait sortir la Suisse des accords bilatéraux, ce qui, sur le plan économique, n'était clairement pas dans son intérêt, ce qui aurait même été très problématique, et l'aurait probablement mise en infraction vis-à-vis du droit international. Le Parlement a donc dû trouver un texte qui, à la fois, respecte la volonté du peuple, le texte lui-même et les instances européennes et mondiales. Autant vous dire qu'à la fin, entre ce qui se passe vraiment sur le terrain et l'idée d'origine du texte, on est plutôt très loin. On est dans une petite sous-soupe de loi qui, finalement, ménage la chèvre et le chou. Bref. En fait, l'impact ici a été davantage en termes d'image qu'autre chose. En clair, le peuple suisse a voté pour une loi qui, dans les faits, a été tellement édulcorée que, finalement, elle n'a pas changé grand-chose. Et c'est probablement ce qui risque de se passer avec les propositions les plus extrêmes en France, des propositions chocs qui séduisent une partie de l'électorat, mais totalement impossibles à mettre en œuvre sans risquer de sortir la France de l'Union européenne ou de lui faire perdre l'étiquette d'état de droit. Mais on a ces idées qui sont mises en avant et on séduit l'électorat avec des idées dont on est pratiquement certain qu'elles ne seront pas possibles d'être mises en œuvre. L'important, c'est l'économie. C'est maintenant un élément très important, en tout cas, de la démarche électorale que je souhaite vous mettre en avant. Pour finir, j'aimerais parler du sujet de la place de l'économie dans le débat électoral. L'économie devrait être à la base de tout bon programme. Sans une économie qui tient la route, pas grand-chose finalement n'est possible. Alors, en tout cas, c'est plutôt une logique suisse. Alors, je tiens à le rappeler quand même, il existe en fait en Suisse un frein à l'endettement qui est inscrit dans la Constitution, qui, en tout cas, interdit au pays de s'endetter, et en tout cas, de trop s'endetter, et si le pays s'endette trop, eh bien, il doit prendre des mesures pour arrêter cet endettement, ce qui serait une excellente idée pour la France, et là, pour le coup, personne n'en parle. Allez, on peut partir du principe qu'aucune promesse ne peut être correctement tenue s'il n'y a pas derrière les moyens, finalement, de la mettre en œuvre. Or, l'économie est clairement la grande absente de ces élections législatives françaises. Et ça, c'est une différence très importante avec la Suisse, où c'est justement très souvent le sujet central. Beaucoup d'initiatives, d'ailleurs, ont été retoquées ou finalement refusées par le peuple sur ce motif. Alors, plutôt que de se pencher sur les idées et les idéologies, ce qui est vraiment le centre du débat et du sujet en France actuellement, les électeurs français feraient quand même bien de se pencher un peu plus sur la faisabilité des promesses annoncées. Donc, impossible de se faire une idée juste, en tout cas sur les différentes propositions qui ont été faites par les partis, parce qu'on assiste à une vraie bataille de chiffres. Mais quoi qu'il en soit, aucun des trois blocs, visiblement, ne pourra mettre en œuvre son programme sans conséquences, voire ne pourra pas le mettre en œuvre du tout. Voilà. Maintenant, je vous donne mon avis. Aucun de ces trois blocs en France ne dit l'essentiel et donc la vérité aux Français. Finalement, que le pays est surendetté, sans aucune marge de manœuvre, qu'il faut le désendetter. La France est endettée à hauteur de 110% de son PIB, contre un peu plus de 30% pour la Suisse. Donc ça fait tout à fait, en tout cas, écho à ce que je vous disais il y a quelques instants. Il y a en Suisse un mécanisme qui empêche le pays de s'endetter, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, la Suisse est endettée à hauteur de 30% de son PIB, contre 110% pour la France.
Selon différents économistes plutôt libéraux, mais plutôt pragmatiques, on dira ça comme ça, la France doit ou devrait économiser entre 50 et 70 milliards par an pour avoir la moindre chance d'échapper à une crise de la dette qui pourrait plonger le pays dans un marasme économique pour plusieurs années. Et qu'au lieu de chercher à séduire l'électorat, il faudrait peut-être expliquer aux Français que leur pays n'aura non seulement pas les moyens de financer de telles promesses, mais qu'en plus, il va falloir se serrer la ceinture. Seulement, c'est pas très vendeur, et c'est précisément parce que ça fait 40 ou 50 ans que ces promesses non tenues sont faites que les Français perdent confiance dans leur politique, leurs hommes politiques ou leurs femmes politiques, et se tournent vers ceux qui n'ont jamais exercé le pouvoir. En somme, laissons-leur le bénéfice de doute, semble-t-il tous se dire, peut-être. Toutefois, quand on analyse les programmes, notamment de ces partis, et notamment le RN, fortement plébiscité notamment aux européennes, et qui vraisemblablement, selon les sondages, devrait l'être également pour les élections législatives 2024, on constate que pas grand-chose n'a changé dans la démarche. Les promesses électorales sont encore là. Et donc, si on utilise les mêmes moyens, il est probable qu'on ait, en tous les cas, les mêmes résultats. Autre sujet complètement absent, aucun des candidats n'a parlé de l'allègement des charges. Pratiquement pas un mot sur ce sujet. Sachant que la France est parmi les championnes de l'OCDE des charges, beaucoup d'entreprises n'ont aucune marge de manœuvre pour augmenter les salaires car les entreprises raisonnent principalement en masse salariale. Donc alléger les charges et les salaires augmenteront de manière mécanique. C'est aussi simple que ça. Il suffit là aussi de regarder l'exemple suisse avec des charges qui sont 2 fois moins élevées qu'en France, à feuille de salaire égale, et un ratio impôt sur PIB de plus de 45% pour la France contre moins de 30% pour la Suisse. Allez, vous l'aurez compris et je vais conclure de cette manière. La manière d'aborder la politique, la manière d'interagir avec ses dirigeants sont totalement différentes dans un pays comme la Suisse et comme la France, puisque finalement, et ça c'est vraiment ce qui fait toute la différence, en Suisse, c'est bien le peuple qui a les clés de la voiture. Allez, tchuss! Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.